Zoom aujourd'hui sur le Japon, un pays qui attire les voyageurs du monde entier par son histoire, par sa culture, par sa nature et ses rites. Et pourtant, derrière ce grand pouvoir d'attraction se cachent des réalités plus sombres. C'est ce que révèle votre enquête. Karine Nishimura-Poupée, bonsoir et bienvenue sur TV5 Bonsoir Monde. Clémentine. Vous êtes journaliste installée au Japon depuis près de 25 ans et vous publiez aux éditions Talendier un livre intitulé « Japon, la face cachée de la perfection ». Alors d'abord, d'où vient cette idée de perfection qu'on attribue parfois au Japon et à sa société ? Mais parce que c'est une réalité quand vous allez pour la première fois au Japon, quand vous allez comme touriste au Japon, même quand vous vivez ne serait-ce que quelques mois, quelques années au Japon, ce que vous percevez dans un premier temps, c'est la perfection de ce pays. Ça fonctionne, tout vous semble absolument parfait. Les trains, la propreté, le service, toutes les prestations, même si vous allez au service des impôts, par exemple, payer vos impôts, vous allez être ému de l'accueil que vous allez recevoir. Ah oui, Donc, ému carrément, tout vous semble parfait. Si vous avez des enfants scolarisés, vous allez voir qu'ils apprennent d'une manière tout à fait fluide, à une vitesse qui vous semble même presque affolante, et qu'ils ne semblent pas du tout en souffrir. Donc tout dans la vie quotidienne. Mais alors, quand vous êtes touriste, c'est encore mieux. Enfin, c'est vraiment un paradis pour les touristes, le Japon. Donc, un voyage au Japon ne peut pas être un échec. Simplement, quand on s'y installe, qu'on y vit pendant 20 ans, et a fortiori, quand on est journaliste et que la mission de journaliste est d'informer sur toutes les réalités du pays, eh bien, on voit la face cachée aussi. Et on se rend compte que la réalité est un peu différente. Alors, d'abord, sur le plan politique, vous confirmez que le Japon est une démocratie. Et pourtant, dites-vous, dans la réalité, les contre-pouvoirs sont quasiment absents. Comment ça se fait ? Le Japon est une démocratie parce que tous les textes permettent des élections parfaites qui se déroulent parfaitement. Les lois sont votées au Parlement, etc. Donc sur le papier, c'est une démocratie parfaite. Mais une démocratie, ça ne se limite pas, en tout cas au sens où je l'entends, au respect des lois, à avoir une constitution, etc., etc., un régime démocratique. C'est aussi quelque chose qui doit vivre au quotidien. Or, la démocratie japonaise, à mon sens, est anesthésiée. Elle est anesthésiée non pas par le gouvernement qui muselle sa population, non, elle est anesthésiée par une population et des contre-pouvoirs qui ne jouent pas leur rôle. Une population qui est docile et qui ne conteste plus, qui est devenue silencieuse. J'emploie une expression très forte dans le livre. Je dis que le Japon a fini par avoir une population aussi obéissante qu'un État totalitaire sans utiliser les outils de la dictature. Parce que oui, quelque part, les gens encaissent, endurent, se taisent, parfois n'ont pas le droit de grève, donc se taisent par obligation, mais n'ont pas de toute façon la volonté de contester. Mais alors justement, pour revenir par exemple sur la sphère politique, vous dites que très peu de hauts fonctionnaires peuvent émettre par exemple un avis différent de celui du Premier ministre. Qu'est-ce qu'il va se passer si de hauts fonctionnaires émettent un avis différent ? Parce qu'ils ne vont pas non plus se retrouver en prison. Non, mais il y a une espèce de suivisme, en fait. On appelle ça sontaku, c'est un mot qui est devenu très à la mode au Japon et qui signifie anticiper les attentes du supérieur pour ne pas le décevoir, tout en sachant que les attentes du supérieur ne sont pas forcément porteuses de vertu ni de légalité. Mais on va le faire parce qu'on sait que ça va lui plaire, et puis parce qu'on va éviter de mettre sa place en jeu, on va éviter le risque. Donc ça, c'est apparu d'une manière encore plus forte avec le retour au pouvoir du Parti libéral-démocrate en 2012, avec le retour de Shinzo Abe, qui était tout puissant, en fait, très fort. Et déplaire à Shinzo Abe, c'était prendre des risques. Et on a vu effectivement s'amplifier ceci. Et puis, le système fonctionne comme ça, avec l'absence de contestation, donc qui fait que des fonctionnaires, effectivement, peuvent se mettre en faute à vouloir trop bien faire, en fait. Et cette absence de désobéissance, de révolte, de ce silence, finalement, il s'apprend dès l'enfance, ça passe par les modes d'éducation ? Alors, c'est en partie effectivement lié à l'éducation, qui est effectivement l'entité supérieure est une autorité, donc a priori a davantage raison que l'autorité inférieure. Alors effectivement, ça a du bon, dans le sens où effectivement un enseignant, il est là pour enseigner, normalement il sait plus que ses élèves et autres, mais
pousser trop loin, c'est aussi supprimer d'entrée de jeu l'esprit critique, oui, le ça, doute. vous dites pousser trop loin, ça veut dire que par exemple à l'école primaire, l'expression individuelle est assez peu encouragée chez les enfants? Exactement, en fait, on essaye plutôt de former des élèves qui ont tous le même niveau, qui ont tous les mêmes fondamentaux, et ça, ils sont très bien enseignés. Il n'y a aucun problème sur l'enseignement des fondamentaux. Les élèves sortent d'école primaire, il n'y a pas d'illettrisme du tout, ils savent tous lire, écrire, compter. En revanche, effectivement, ils vont avoir des difficultés à exprimer leur personnalité. Ils vont même éviter de le faire. En fait, ils vont éviter d'être le clou qui dépasse, de trop se distinguer. Ça peut varier selon les écoles. Il y a des écoles qui vont être plus souples là-dessus et laisser davantage s'exprimer les élèves. Mais de manière générale, la société japonaise s'accommode beaucoup mieux d'individus qui ne s'expriment pas trop personnellement, mais qui plutôt favorisent la collectivité et le comportement en collectivité. Les Japonais qui sont aujourd'hui adultes, ils ont conscience de cette situation que vous décrivez? Est-ce que c'est quelque chose dont ils souffrent ou qu'ils acceptent sans aucun problème? Ça dépend des générations, parce que vous avez eu toute une génération de Japonais qui étaient très contestataires. Par exemple, les mouvements de mai 68 qu'on a connus en France, quasiment simultanément, il y a eu beaucoup de manifestations au Japon, mais qui ont mal tourné. Et puis ensuite, on est entré dans une période où le Japon est devenu presque la puissance mondiale. Le Japon rachète le monde. Hein. Et donc, ils ont cessé de contester à ce moment-là, si bien qu'il n'y a plus de manifestations massives au Japon depuis les années 70, en fait. Manifester, c'est causer du tort à la société, quelque part. Et moi, j'étais très marquée par un mouvement un peu contestataire dans les deux années 2015-2016, où j'espérais que les étudiants allaient se remettre un petit peu en colère face à tout ça. Il y en a eu quelques-uns, et puis en fait, ils ont fini par rentrer dans le rang. Et aujourd'hui, ils regrettent d'avoir manifesté, parce que leurs visages ont été connus pendant les manifestations, et ça leur a causé du tort pour la suite de leur carrière. Oui, ça c'est effectivement assez étonnant. C'est une société en tout cas qui connaît de fait très peu de délinquance, et pourtant en 2022 on a assisté à l'assassinat de l'ancien Premier ministre Shinzo Abe en pleine rue. Comment est-ce qu'un Premier ministre, un ex-Premier ministre peut être assassiné comme ça en pleine rue dans un pays où la délinquance est si faible? Qu'est-ce que ça nous dit finalement de la société japonaise? C'est tout le paradoxe du Japon. La petite délinquance, effectivement, elle est inexistante. Vous laissez votre porte-monnaie sur une table de café, vous le retrouvez. Vous abandonnez votre téléphone dans un train, vous le retrouvez. Il n'y a pas de petite délinquance, on n'est pas ennuyé au quotidien. Mais quel chagrin, quelle détresse, quelle souffrance sont encaissées, endurées, emmagasinées à l'intérieur des personnes. À un moment donné, certaines craquent. Cette violence, cette douleur accumulée, cette rancune, dans le cas de l'assassinat de Shinzo Abe, cette rancune accumulée finit chez certains par éclater par un mouvement de violence extraordinaire, ahurissant, qu'on n'a pas l'habitude de voir ailleurs et qu'on n'a pas nécessairement l'habitude de voir au Japon, mais qui arrive quand même 3-4 fois par an. Vous avez 3-4 fois par an des individus qui littéralement explosent. Et vont aller tuer des gens. Alors là, en l'occurrence, c'était l'ex-premier ministre, mais vous avez comme ça des meurtres de rue, d'un seul coup, 4 personnes tuées par coup de couteau par quelqu'un qui n'en peut plus. Parce que cette prévention, elle n'existe pas. C'est-à-dire qu'on laisse tellement de rancœur s'accumuler à l'intérieur des gens, il y a tellement peu de soupapes d'expression de la colère, de la douleur, de la souffrance, du chagrin, qu'elle finit par éclater sous cette forme-là très très violente. Et tout cela, dites-vous, c'est un conditionnement qui entretient en quelque sorte la société patriarcale. Vous dites dans votre livre que globalement les Japonais sont plutôt rétifs au changement. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, les hommes continuent d'occuper les principaux postes de pouvoir? Alors le changement, ça veut dire la prise de risque. Hein, on est dans une société de plus en plus d'évitement du risque. On évite de prendre les risques. Et effectivement, on est dans une société qui reste dirigée par les hommes. Qui reste dirigée par les hommes, mais il y a quand même aujourd'hui tous les Japonais, ou la plupart en tout cas dans les villes, ont un smartphone, ils ont accès aux réseaux sociaux. Ils ont vu la vague MeToo, par exemple, déferler sur le reste du monde. Ça, c'est des choses qui n'arrivent pas à
traversé la société japonaise? Parce que la société japonaise, en fait, elle fonctionne encore malheureusement sur un schéma où, au sein d'un couple, les hommes vont avoir le rôle principal et les femmes vont devoir davantage s'occuper des enfants. Et même si le taux d'activité des femmes a augmenté considérablement et voire dépasse le taux français d'activité des femmes, c'est souvent des postes à temps partiel. Elle reste malgré tout dépendante des hommes. Et les hommes, en fait, ont tendance aussi à rester longtemps en poste. Les hommes politiques de plus de 80 ans, il y en a plein, en fait. S'il y avait un Premier ministre japonais à 34 ans, comme en France, au Japon, il serait encore là pour 50 ans. Donc, il ne lâche pas. Et ensuite, moi, je considère qu'avant de favoriser, de faire des lois féministes au Japon, il faut des lois pour les hommes, pour leur faciliter la vie, pour permettre aux femmes d'avoir envie d'occuper les mêmes postes que les hommes. Les hommes ont des responsabilités écrasantes, n'ont pas de temps pour eux, et c'est pas enviable pour les femmes. Alors, l'avec MeToo, là, c'est un peu autre chose. C'est que la parole des femmes, voilà, alors elle n'est pas facile. Sur cette parole des femmes qui n'est pas facile, je voudrais qu'on se penche sur l'exemple de Shiori Ito. Je pense que vous prononcerez Shiori Ito. Voilà, son nom mieux que moi avec l'accent japonais. C'est cette jeune journaliste japonaise qui accusait un responsable de chaîne de télévision de l'avoir violée. Elle a témoigné à visage découvert dans les médias. C'est un acte plutôt courageux. Je vous propose de découvrir ces images. Elles datent de 2019. C'était une conférence de presse de Shiori Ito après justement avoir obtenu des dommages et intérêts de la justice. La violence sexuelle et le harcèlement sexuel ont lieu dans des situations où le rapport de force est important, comme vous pouvez le constater avec les nombreux problèmes qui arrivent aux personnes à la recherche d'un emploi. Nous devons tous penser à créer une société où personne ne devient un agresseur, une victime ou un spectateur. Comment cette parole a été accueillie dans la société japonaise? Est-ce que cette jeune femme a été soutenue ou au contraire, est-ce qu'elle a été plutôt stigmatisée? Je vais vous raconter une anecdote. Quand j'ai rencontré Shiori Ito, elle se grimait. Elle se cachait, elle avait des lunettes de soleil, un bonnet, elle était méconnaissable. Et c'est que lorsqu'elle a enlevé son accoutrement, que j'ai bien compris que c'était bien elle, que j'avais sous les yeux, que j'interviewais. Et ça a été diversement accueilli. Alors à la fois par les femmes, ça a été bien accueilli, parce qu'enfin quelqu'un parle, enfin quelqu'un ose. Mais d'un autre côté, elle a été conspuée, en fait, parce qu'elle s'attaquait à quelqu'un de haut placé, qui était le biographe du Premier ministre Shinzo Abe, en plus d'être un responsable de télévision. Donc elle s'est attaquée à lui. Il faut savoir que Shiori Ito a fini par gagner un procès au civil. Il n'y a jamais eu de poursuite pénale. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans des situations où des filles arrivent à faire reconnaître des situations de viol dans un procès au civil, mais il n'y aura jamais, ça n'engendre pas systématiquement des poursuites pénales derrière pour on reconnaît le viol d'un côté, la justice le reconnaît d'un côté, et d'un autre côté, elle ne veut pas le reconnaître. Parce que, soi-disant, il n'y a pas les preuves matérielles, c'est trop tard, c'est trop tard. Alors, Shiori Ito a été un modèle pour beaucoup, elle a beaucoup fait avancer la cause, mais c'est un combat de plusieurs années. Qui peut faire ça ? De plusieurs années, et on imagine qu'elle a été aussi assez seule dans ce combat. Vous décrivez effectivement une société harmonieuse, mais étouffée par ces conservatismes. Et vous dites une chose intéressante, vous expliquez que la presse est un des piliers de ce conservatisme, que les journalistes sont attachés, vous dites, à des administrations, à de grandes entreprises, à des ministères. Vous êtes vous-même journaliste. Est-ce que ce fonctionnement sociétal vous a entravé dans l'exercice de votre métier au Japon ? Pas vraiment, parce que moi j'ai mon indépendance, je suis une Française donc je râle, on m'accorde finalement de l'indulgence parce qu'on se dit elle est française donc voilà, mais on m'accorderait beaucoup moins d'indulgence si j'étais japonaise, je serais davantage conspuée comme l'est une de mes collègues japonaises qui s'appelle Isoko Mochizuki et qui elle rue dans les brancards comme moi, mais nous sommes seuls en fait, nous sommes seuls à dénoncer des conférences de presse qui sont des simagrées, où tout est scénarisé à l'avance, où on n'a pas le droit de rebondir à la réponse que nous donne un ministre, qui est une réponse qui a été rédigée par des fonctionnaires, qui n'est même pas une réponse qu'il va improviser devant nous. Il faudrait qu'on donne toutes les questions à l'avance. Je m'y refuse, mais je reçois des coups de fil sans arrêt pour me dire quelle est votre question si vous venez à la conférence de presse. Donc c'est très compliqué. Je ne vais pas changer le système, j'y arriverai pas. Simplement, je peux dire la façon dont ça se passe et la façon dans laquelle on travaille.
Ceci dit, moi, ça ne m'empêche pas de faire mon travail, ça n'empêche pas un certain nombre de journalistes japonais également de faire leur travail. C'est une question de conscience professionnelle et personnelle. Votre livre, qui est quand même, on peut le dire, peut-être un peu à charge, en tout cas qui pointe des réalités assez sombres sur le Japon. Alors, on sent aussi que vous êtes, en le lisant, une passionnée de ce pays. Vous pensez qu'il pourrait être traduit en japonais ? Oui, c'est une possibilité, bien sûr. J'en serais ravie, parce que de toute façon, ce que j'écris dans ce livre, je ne prends personne en traître. Je veux dire, je passe régulièrement dans les médias japonais et je dis la même chose. J'ai des chroniques dans des médias japonais, je dis la même chose. Donc, on sait très bien, les autorités japonaises me connaissent très bien, savent très bien quel est mon point de vue. Eh bien, écoutez, on attend la version japonaise et on verra quel est l'accueil au Japon. Merci beaucoup, Merci. Karine Nishimura-Poupé, journaliste et auteure du livre Japon, la face cachée de la perfection. C'est un ouvrage à retrouver aux éditions Talendier.